que m'a donné le Monster Trio Moi, il y a en un truc combat. que je pense. Est-ce que j'hallucine ou pas? T'as vu, on est dans le thème en plus. On sait que tout l'équipage avec les géants ont bu de l'absinthe et on a vu que l'absinthe donnait des illusions. Est-ce que là, on aurait vraiment commencé l'arc et donc là, on aurait vraiment débarqué, on serait vraiment sur Elbaf, ou on est juste dans l'illusion de Nami et donc on a juste vu Usopp se faire frapper, mais en réalité, genre Nami n'a pas été frappée encore. Et donc si Nami se fait frapper, est-ce que genre on sortirait de ce rêve, de cette illusion, ou juste vraiment l'arc a vraiment débuté et on n'est pas du tout dans une illusion et juste l'absinthe a servi à faire une ellipse, un coma pour qu'on soit actuellement ici. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Attends ensemble ce chat-lion géant. La théorie est la suivante. Elbaf sera un lieu d'entraînement pour les Mugiwara afin de préparer les derniers combats de l'œuvre contre... Et ouais, aussi, ce que je disais, c'est là, par rapport à ce chapitre-là, on voit justement que tous les Mugiwara, enfin Luffy, Sanji et Zoro ont fait une attaque de fou pour battre donc ce lion-là. Il s'est mis en Gear Force, technique à 3 sabres, là, Jambi Fritz, Ali Fritz. Est-ce qu'on serait pas dans le même cas, genre que Luffy, pendant l'ellipse avec Riley, en mode, là, s'ils galèrent les trois à battre un seul animal, donc un animal, on va dire, commun dans Elbaf, comment ils vont battre l'antagoniste de l'arc? Est-ce qu'il y aura une phase d'entraînement pour rattraper le retard qu'ils ont pour battre de vrais ennemis, et donc le futur antagoniste de l'arc? Ou... Enfin, je sais pas, je t'avoue, là, je suis un peu perdu. Non, ce lion-là, là, ouais, c'est un lion, ça. C'est un lion qui s'est transformé en un chat. Ou l'inverse, je sais plus. Tu vois, à toi de... Je sais pas. Je suis un peu perdu. le gouvernement mondial. Par extension, Elbaf serait également lieu d'ellipse où nos protagonistes passeront plusieurs semaines, mois, voire même années. Que vous soyez friand ou totalement opposé à une future ellipse, je veux quand même vous prouver dans cette vidéo que c'est loin, très loin d'être inimaginable. Tout d'abord, un entraînement et une ellipse vont irrémédiablement de pair. L'un ne peut quasiment... Voilà, on pense à la même chose du coup. Donc je suis pas fou. Mais enfin, actuellement, Luffy est un Yonko, c'est ça que je me dis aussi. Je sais pas si entre Shanks et Luffy, il y a un vrai écart de niveau, je pense. Mais à quel point, je sais pas. Pour que Luffy devienne roi des pirates, comment va-t-il prouver son niveau de roi des pirates? Je le sais pas aussi. Mais actuellement, Luffy, il roule sur pas mal de gens, quoi. En fait, faudrait nous montrer l'écart de niveau, un peu comme au début de l'arc Wano, entre Kaido et Luffy. Le Kaido qui a one-shot Luffy, ça nous a tous choqués. Là, on voit que les trois galèrent contre un seul animal. C'est même pas un ennemi avec du haki ou un fruit du démon. En fait, faudrait nous montrer l'écart de niveau entre Luffy et le pays d'Elbaf. Parce que là, je me rends pas bien compte de pourquoi... Enfin, ça se sent qu'ils vont devoir s'entraîner, mais pourquoi? Pourquoi ils vont devoir s'entraîner? C'est ça aussi. Le chat l'a... Je te jure. Regarde, il n'y a pas que le chat qui a la jet à Big Mom. Il y a les abeilles aussi. Les hérissons, ils sont pas mal. Hein. pas être écarté de l'autre. La séparation des 2 ans des Mugiwara en est la preuve parfaite, mais il y a aussi à plus petite échelle les 2 semaines d'ellipse de Wano Kuni qui ont permis les préparatifs pour la guerre contre Kaido, ainsi que maîtriser le haki de l'armement avancé et Enma pour Luffy et Zoro en ne citant que. Donc dès maintenant, pour légitimer l'idée qu'une prochaine ellipse puisse avoir lieu, il faut se demander une chose, les Mugiwara sont-ils à la hauteur de leur adversaire et même plus précisément, qui sont leurs adversaires? La liste va être simple, on peut citer les autres empereurs, les amiraux et depuis peu le Gorosei ainsi que les chevaliers divins. Est-ce que les Mugiwara sont à la hauteur de ces derniers? Ce qui est fort, wesh, les gitans vont se mettre bien avec cet hérisson. Ah, je te jure, là, il y en aura pour plusieurs années. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est les chevaliers divins. Oda les a introduits assez tard dans l'œuvre. Et on ne sait pas quel niveau ils ont.
on suppose que c'est un chevalier divin qui a parlé à Im. Donc peut-être que les chevaliers divins sont sous la protection, enfin protègent Im directement. Et donc genre leur second rôle c'est de protéger les dragons célestes. Mais on ne sait pas quel niveau ils ont. Donc Oda peut donner n'importe quel niveau aux chevaliers divins, et c'est ça qui est intéressant. On sait que Garling, Figarland, quand il était jeune, il avait un niveau de fou, mais à quel point, on ne sait pas aussi. Et donc c'est peut-être pour ça que les Mugiwara vont devoir s'entraîner pour rattraper le niveau des chevaliers divins qui est actuellement inconnu. On peut considérer que Luffy l'est, ou du moins peut l'être, mais ce n'est pas le cas du reste de l'équipage, et ça, l'arc d'Egghead nous l'a très bien prouvé. Vous l'aurez peut-être compris, mais le Gorosei va poser problème, un très gros problème, puisque même Luffy ne parvient pas à comprendre le secret de leur immortalité. Ils étaient dangereux, puissants, et surtout absolument increvables. Leur régénération était au-delà de tout ce qu'on a pu voir dans One Piece, et si ça pose problème, c'est parce qu'il va falloir surmonter cette invulnérabilité à un moment ou l'autre. À leur prochaine rencontre, nos Mugiwara ne pourront continuer à fuir sans les combattre alors qu'ils sont les ennemis qu'ils combattent depuis toujours d'une certaine manière. Ce n'est pas le seul aspect impressionnant que possède le Gorosei, leur haki était également à de très nombreuses reprises qualifié comme exceptionnel. Haki, qui contrairement aux primes, est un véritable indicateur de pouvoir et de puissance. Vous avez sûrement compris pourquoi je pense que les Mugiwara ont besoin d'un assez gros boost de puissance. Si Luffy parvenait à les affronter, le niveau général de l'équipage ne semble pas assez élevé pour outrepasser la puissance combinée des 5 doyens et encore moins leur invulnérabilité. C'est encore plus flagrant au chapitre 1114 quand Brook, Usopp, Nami, Chopper, Robin et même Lilith ne sont parvenus à freiner ensemble la progression de Saturne qui était pourtant tout seul. L'imagination d'Oda est incroyable. Pourquoi cette île serait le lieu d'entraînement des Mugiwara et pas une autre? Eh bien, avec ma logique, cette idée a germé dans mon esprit après avoir fait le lien entre les créatures géantes et féroces d'Elbaf qui nécessitent non pas seulement Luffy, Zoro ou Sanji pour la défaire, mais carrément les trois ensemble dans une attaque combinée de haute puissance. Certes, Zoro n'a pas utilisé sa technique à 3 sabres du roi des enfers ou Luffy n'a pas utilisé son Gear 5, mais quand même, ils n'y sont pas allés avec des attaques basiques. Il aura fallu utiliser du haki pour vaincre un simple chat. Ce n'est pas une preuve de faiblesse de leur part, juste une preuve que les créatures d'Elbaf sont sûrement les plus puissants animaux de l'univers de One Piece après les rois. Après, est-ce que le chat avait vraiment besoin de ces 3 attaques de fou pour être KO? Ou c'est juste une introduction genre de l'arc, juste pour avoir un côté impressionnant et une bonne introduction des 3 du Monster Trio quoi. En mode waouh, ils sont là avec des attaques de fou. Est-ce que le lion avait vraiment besoin de ces 3 attaques ou c'est juste une bonne introduction? Voilà. C'est comme le face à face entre Luffy et putain, j'ai oublié le nom du CP0 là. Le tigre, le léopard, je sais plus comment il s'appelle. Bref, et il y a eu un face à face de coups de poing. En mode égalité, mais on sait très bien que Luffy défonce ce mec-là. Est-ce que c'est un peu la même chose? Ou non? Je sais pas. Je recopie parce que je crois, t'as pas vu. Les Chevaliers Divins, puis après quoi? Les Power Rangers de Lidl avec une visseuse perceuse Parkside. Non, mais je pense que les Chevaliers Divins sont... genre la dernière étape. La dernière étape, je pense. Je sais pas. Le chat va se faire vendre par... Ouais, vas-y. Mère. Et vous vous souvenez des paroles de Dory face à Saturne et Warkuri au chapitre 1111? Ils sont énormes ces monstres, on dirait des bêtes féroces des forêts d'Elbaf. C'est exactement ce qu'il faut, c'est exactement ça qui leur manque. Comme Luffy a pu s'entraîner avec la faune de Ruskaina pendant 2 ans pour développer le Haki et le Gear Force, les Mugiwara devront s'entraîner contre les monstres d'Elbaf, rivalisant de taille et peut-être d'endurance avec les formes bestiales démoniaques du Gorosei. Luffy aura beau avoir une moins grande marge de progression que les
les autres, absolument tous les Mugiwara pourraient profiter d'un incroyable gain de puissance en passant plusieurs mois, plusieurs années en combattant de tels monstres. En mettant de côté cette histoire de Gorosei et d'animaux d'Elbaf qui me convainc déjà parfaitement, il faut prendre du recul sur ce qu'est vraiment Elbaf. Ce que représente cette île pour nous, lecteurs de One Piece, mais aussi pour les personnages eux-mêmes. Tout ce qui est lié de près ou de loin à cette contrée est aussi lié à la force, à la puissance. Les géants ne font que se battre, c'est leur honneur qui est en jeu bien. Après, est-ce que Luffy vise directement le Gorosei? Je pense pas. Je pense que le vrai but... Enfin, il ne le sait pas, hein. Mais je pense que le vrai ennemi, c'est Im. Et comme on l'a vu, Im peut tuer, comme il le souhaite, n'importe quel membre du Gorosei. Donc là, je pense juste que Garling Figarland, qui fait partie du nouveau... Enfin, qui est un nouveau membre du Gorosei, ne peut pas être tué comme Im le souhaite. Mais les 4 autres le peuvent. Et donc, genre les Mugiwara autres que Luffy maîtriseront donc ces 5 membres. Et Luffy viserait directement Im. Une fois Im battu, les 4 disparaîtront. Et donc il resterait que Garling, Figarland ou les autres chevaliers divins. Je sais pas comment comment l'arc va s'agencer de la grande guerre finale. Ce sera sûrement les révolutionnaires ou je sais pas qui d'autres qui vont s'occuper du Gorosei ou des chevaliers divins, mais mon hypothèse ce serait ça quoi. Plus que Salut. l'envie, c'est la plus grande Bonne continuation. guerrière encore plus réputée que les légendaires samouraïs de Wano Kuni. La simple alliance avec les géants aurait conféré à Big Mom la puissance pour vaincre Kaido, Shanks et Barbe Blanche d'après ses dires. Honnêtement, quel meilleur endroit pour s'entraîner, pour évoluer en vue de la bataille finale de One Piece, en vue de l'affrontement des plus puissantes forces du monde. Et comme je le disais, Elbaf ne sera pas un lieu dénué de sens pour nos Mugiwara, quasiment chacun pourrait trouver un sens à rester sur cette île durant une longue période afin d'évoluer dans leur domaine, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Luffy pourra en découvrir plus sur Nika, dieu apparemment omniprésent dans les fables des géants. En plus de gagner en force, il gagnerait à savoir qui il est réellement. Les géants sont une source infinie du savoir transmis. Très peu de générations séparent la génération actuelle à ceux qui vivaient durant le siècle oublié il y a 800 ans grâce à leur longévité exceptionnelle. Luffy se familiarisera alors avec Nika et avec ses nouveaux pouvoirs. Zoro fait sûrement partie de ceux les moins intimement reliés à cette île car en tant que sabreur, Wano Kuni représentait une plus grosse partie de son évolution. Toutefois, ça ne change absolument rien au fait qu'il pourra évoluer en combattant tous ces monstres peuplant la forêt des géants, donc amélioration de sa puissance. Ça me fait rire parce que pour Zoro, il aurait fallu un arc avec des samouraïs, un pays lié au sabre, etc. pour qu'il évolue. On en a eu un, mais est-ce qu'il y a eu un lore? Est-ce qu'il s'est amélioré grâce à cet arc-là? Voilà, c'est pathétique, je trouve. C'est dommage. C'est dommage. Acquis et de ses techniques. Pareil pour Sanji, sa puissance augmentera proportionnellement aux autres membres du Monster Trio. La particularité qu'il aura, à l'inverse de Zoro, est une amélioration dans son rôle de cuisinier. Chaque culture et pays a sa propre nourriture, mais celle des géants d'Elbaf est très particulière, comme l'a prouvé le Hakar, le mangé par Luffy. Au-delà du goût infeste, c'était une ration d'urgence blindée d'énergie qui a revigoré Luffy en un instant, alors qu'il était à court d'énergie après une utilisation excessive du Gear 5. Sanji sur Elbaf pourrait apprendre à cuisiner des plats aussi nutritifs pour booster ses Nakama encore plus intensément qu'avec le Newkama Kempo qu'il a appris aux côtés des Okama. Du côté de Nami, Elbaf pourrait être une île passionnante à bien des égards. Elle qui rêve de cartographier le monde, cartographier l'île des géants serait déjà un challenge exceptionnel au vu de sa superficie. Dites-vous simplement que proportionnellement à ses habitants, Elbaf serait entre 10 et 20 fois plus grand et vaste que tous les plus grands pays que nous avons déjà visités jusqu'à présent. Quand je disais tout à l'heure que les Mugiwara risquent de mettre plusieurs jours pour aller d'un village à un autre, ce n'était absolument pas une blague. De manière un peu plus poussée, la mythologie scandinave est aussi et surtout connue pour Thor, l'un des dieux primordiaux de l'orage, apportant pluie et pouvant créer de la foudre grâce à Mjolnir, son marteau. Pourquoi pas imaginer que les compétences de Nami en météorologie et en combat élémentaire puissent augmenter là-bas, elle qui contrôle la foudre grâce à son climat-tact, comme le fait Thor avec son marteau. Usopp est incontestablement le plus intéressant. Déjà, je pense qu'ils vont péter un câble quand ils vont voir le bâton de Nami. Ils vont se dire, wesh, comment ça ton bâton il fait de la pluie, il fait de l'orage, il fait du chaud, etc. Je pense qu'ils vont câbler.
des Mugiwara à analyser dans cette partie. S'il est difficile de lui trouver un moyen de faire son power-up, quoi de mieux pour lui de le faire sur Elbaf, le pays des guerriers qu'il admire tant depuis Little Garden. Pour Usopp, Elbaf serait l'endroit parfait pour évoluer, pour trouver le courage et gagner la confiance qui lui fait tant défaut. En fait, c'est pas l'endroit parfait, c'est le seul endroit où on peut vraiment en finir avec cet Usopp presque inutile en tant que combattant sniper. Une ellipse chez les géants serait le moyen ultime pour libérer le véritable guerrier qui est en lui. En tout cas, je l'espère. Ouais. Chopper, en tant qu'animal, pourrait avoir un rapport intéressant avec les animaux d'Elbaf en comprenant leur langage, par exemple, et s'il doit s'entraîner, il chercherait à devenir le plus puissant monstre de ce pays. Mais en vrai de vrai, c'est surtout niveau médecine que ça peut être intéressant. Si la nourriture des géants d'Elbaf a un tel effet sur les humains, capable de revigorer Luffy en un seul plat, alors leur médecine doit être au moins autant efficace, et Chopper pourrait énormément en profiter et en faire profiter ses Nakama par la suite. Et Robin alors, ne serait-ce pas l'un des arcs qui lui serait le plus profitable depuis très longtemps? Sans parler de puissance, c'est sur Elbaf que se trouvent les restes d'Ohara protégés par Zoro lui-même. Imaginez maintenant qu'avec ses nouvelles connaissances et plusieurs mois devant elle, qu'elle puisse enfin lire tous les nouveaux et anciens ouvrages d'Ohara, augmentant ainsi sa connaissance du monde mais aussi du siècle oublié afin de rivaliser avec le savoir de Clover et de Vegapunk. Ça veut dire qu'elle va elle va revoir Zoro aussi. Penser qu'une fois le pied posé sur Elbaf, les Mugiwara ne pourront pas y rester qu'une seule journée et Robin profitera de l'immensité de la bibliothèque d'Ohara pendant un très long moment. Grand regret d'Egghead, Franky n'a eu que très peu de contact avec Vegapunk, alors qu'il pouvait littéralement échanger avec son idole, le plus grand scientifique du monde. Fort heureusement, Lilith, l'un des avatars de Vegapunk, est présent aux côtés des Mugiwara. Et si Franky n'aura peut-être pas un vrai power-up notable au niveau de la force physique, sa technologie serait améliorée grâce à Lilith, elle qui est une vraie fanat de l'armement militaire. Après avoir passé 2 ans dans le laboratoire de Vegapunk sur Baltimore, il passerait des mois ou des années supplémentaires, cette fois-ci avec une part du vrai Vegapunk. Et finalement, Brook et Jinbei sont ceux chez qui je vois un peu moins d'intérêt dans cette ellipse sur Elbaf. À la rigueur, il y a bien le Helheim, l'un des royaumes de l'Yggdrasil, qui est aussi le royaume des morts. Cette partie-là de l'arc permettra à Brook d'améliorer ses techniques et l'utilisation de son fruit du démon, lui qui étant lié au royaume des morts. Et Voici toutes les raisons de pourquoi les Mugiwara pourraient rester bien plus longtemps que prévu sur cette île et comment ça leur sera profitable sur leur évolution physique et morale. Alors j'ai beaucoup parlé des Mugiwara, mais il y a aussi le reste du monde. J'en ferai dans les prochaines semaines une vidéo théorie dédiée, mais tous les protagonistes et antagonistes bougent et sans cesse, sans qu'on ne sache exactement ce qu'ils vont faire et combien de temps ça va prendre, tous entreprennent de très grandes choses. Mettre tout ça en place, permettre autant de déplacements, ça ne peut que difficilement avoir lieu dans la timeline habituelle de One Piece qui met plusieurs centaines de chapitres pour que seulement quelques semaines ne s'écoulent. Je vous l'ai dit, beaucoup trop de choses à développer sur ce point-là pour le laisser dans la review. Je vous prépare une vidéo spéciale sur l'intégralité de l'ellipse et de l'entraînement des Mugiwara sur Elbaf. Si je peux conclure en répondant à ma propre question, combien de temps pourrait durer cette ellipse? Eh bien, je n'ai aucune véritable idée précise. C'est plutôt compliqué à estimer et les conséquences d'une seule année pourraient être déjà lourdes. Mais dans le Ragnarok, que je vous ai mentionné plus tôt, l'un des signes de son commencement est 3 années d'hiver glacial consécutives. Là, pour moi, les ellipses vont être... ça sera un peu une bêtise, parce qu'on voit déjà que tout le monde s'active pour la recherche de One Piece, même le gouvernement maintenant. Et puis on sait que il y a la montée des eaux. Ça s'est vu. Donc faire une ellipse, genre de 2 ans, 3 ans, ce serait catastrophique en vrai, si on est logique. Que le soleil n'apparaisse. Alors peut-être que pendant 3 ans, Luffy, le dieu soleil, ne se montrera plus, car isolé avec son équipage sur l'île des géants, se préparant à la guerre, ou plutôt à l'apocalypse, qui s'apprête à engloutir le monde. Bon, globalement, pour résumer ce chapitre, hype, voilà, j'ai l'impression de un petit peu redécouvrir One Piece, ça m'a fait du bien, et cet arc d'Elbaf me paraît vraiment mystérieux, à peine a-t-il commencé. Par exemple, et avec du recul, l'arbre d'Yggdrasil semble étonnamment beaucoup moins gros que lorsqu'il était aperçu dans les autres pages du manga. Pourquoi? Est-ce une erreur de proportion, comme on a l'habitude avec Oda, ou est-ce encore un autre arbre? Imo, il y aura peut-être une ellipse. Mais si on a une de plusieurs années, le monde aura beaucoup changé. On aura même peut-être des morts, des personnages qui auront disparu ou emprisonnés ou des trucs comme ça, mais ce sera pas comme actuellement. Et Barbe Noire aura beaucoup changé.
Ah bon. Ensuite, quand Nami tombe avec Usopp du haut du château, ils atterrissent dans un endroit où le sol est jonché de squelettes d'humains de taille normale. Est-ce que ça signifie que d'autres humains ont déjà été capturés comme eux et donnés à manger au chat lion? D'ailleurs, la couronne du chat est vraiment similaire à celle de la silhouette de Hawkeye. Est-ce tout simplement son animal de compagnie qui va réapparaître plus loin dans l'arc? Oh non, mais attendez, j'ai oublié d'en parler et je m'en rends compte qu'au montage, mais qui est le dieu soleil mentionné au tout début par les géants? C'est sûrement pas Luffy, alors est-ce qu'un usurpateur essaye de faire croire qu'il est le dieu Nika? Ou pire encore, est-ce que c'est Loki, vu qu'il est né tout juste avant le solstice d'hiver, censé fêter la renaissance du soleil? Je sais pas les gars, j'ai l'impression d'être totalement à côté de la plaque, mais proche du but en même temps, c'est terrible. Allez, je vous laisse avec la fin de cette vidéo, merci à tous. Vous l'aurez compris, les questions sont très nombreuses. C'est sur ces interrogations et cette théorie que nous allons nous quitter pour cette semaine les bros. Merci de fou d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer et bien sûr que vous aurez défoncé les likes comme il se doit si c'est le cas. Pareil pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de rejoindre l'équipage pour ne pas manquer... Eh bien, like déjà mis, c'était une vidéo très très bien, merci à toi encore... Merci à toi, Goji, pour cette vidéo de fou.